Bonjour à toutes, bonjour à tous, je m'appelle Rachel et je suis Zébuline dans le monde du Zentangle. Je suis ravie de vous accueillir pour ce premier atelier d'une série de 4 consacrée à la pratique de la méthode Zentangle. La méthode Zentangle, c'est une méthode qui est relaxante, très amusante et facile à apprendre, qui consiste à dessiner de jolis dessins à partir de motifs structurés et répétitifs. C'est une méthode qui a été créée par deux Américains, Rick Roberts et Maria Thomas, qui ont uni leurs talents pour créer cette méthode très originale, et elle comporte 8 étapes que nous verrons donc plus en détail au cours de ces 4 ateliers. Durant ces 4 ateliers d'initiation, nous verrons les spécificités de la méthode Zentangle, qu'est-ce qui caractérise cette méthode, qu'est-ce qui fait qu'on parle de gribouillage ou de doodle ou de production Zentangle, qu'est-ce qui différencie un petit peu tout ça. Nous verrons donc tout ça plus en détail durant ces 4 ateliers. Dans ce premier atelier, nous allons explorer les premières bases de la méthode Zentangle, vous expliquer un petit peu les pas à pas de ces 8 étapes. Nous verrons quelques motifs. Je vous inviterai à créer vos premières tuiles. Et puis, sur les ateliers 2, 3 et 4, nous approfondirons un petit peu tout ça avec plus de motifs et puis plus d'informations sur les différentes notions qui sont très importantes dans la méthode Zentangle. Alors, de quoi avez-vous besoin pour ce premier atelier? Vous allez avoir besoin de morceaux de papier blanc. Traditionnellement, les méthodes Zentangle se pratiquent sur des morceaux de papier blanc qui se présentent comme ceci, qu'on appelle des tuiles ou des carreaux. Souvent on dit une tuile Zentangle. Celle-ci donc c'est une tuile originale Zentangle qui est vendue donc sur le site Zentangle. Elle se vend donc soit dans des boîtes de 21 je crois, ou alors dans des kits avec un crayon, crayon de papier, un stylo fin, un tortillon. Voilà. Si vous n'avez pas cette tuile, puisque c'est votre premier atelier, c'est pas grave, vous pouvez vous servir de feuilles de papier dessin par exemple. Je vous montre par exemple une feuille de papier dessin comme ça. C'est du papier canson. Alors celle-ci c'est du papier dessin blanc 180. Voilà. Si vous avez ça comme type de papier, ce sera très bien. Le plus important, c'est d'avoir du papier qui vous permette de pouvoir laisser glisser votre stylo de façon fluide et très agréable pour vous. Donc si c'est du papier un peu glacé, ça risque de ne pas être très agréable et de glisser un peu trop. Si c'est du papier un peu trop structuré, un peu trop avec un petit peu trop de texture, ça va être un petit peu trop dur de faire glisser votre papier. Donc les tuiles Zentangle sont vraiment parfaites pour ça. C'est du papier voilà, qui est assez épais mais qui est vraiment très agréable au niveau du toucher et au niveau vraiment de la sensation que vous avez quand vous laissez glisser votre stylo dessus. Donc au choix, soit vous prenez donc des tuiles Zentangle que vous avez. Voilà. Soit vous pouvez prendre une feuille de papier. Ce que je vais vous demander dans ces cas-là, c'est de découper votre feuille en... Alors vous pouvez en faire 6 dedans. Si vous en mettez, vous pouvez en faire 6. De découper votre feuille en 6 morceaux, donc de 9 cm sur 9 cm, 8,9 pour être précise, pour reconstituer en fait des tuiles Zentangle. Voilà. Et donc une fois que vous avez votre support, vous aurez besoin ensuite de 3 types de matériel, un crayon de papier. Donc celui-ci c'est le crayon de papier qui est fourni aussi dans les kits et qui vient donc du site Zentangle, de la société
Zentangle. C'est du crayon HB, voilà, vous pouvez prendre n'importe quel crayon de papier HB, c'est des crayons assez classiques. À noter que ce crayon de papier ne vous sert pas à dessiner, vous verrez que le dessin se fait avec le feutre fin. Voilà. Ensuite, donc le feutre fin, on se sert traditionnellement dans la méthode Zentangle des stylos, je vous montre, donc Sakura Pigma Micron. Alors il y a différentes grosseurs au niveau de la mine. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est une mine qui est plutôt fine. Celui-ci c'est du 0,1. Je vous invite, si vous ne devez avoir qu'un seul Pigma Micron, ce serait d'avoir le 0,1. C'est le plus classique et le plus utile. Vous pouvez aussi prendre le Pigma Micron PN qui a une mine un petit peu plus épaisse mais qui est très agréable quand même au niveau du tracé et qui fait un tracé vraiment très précis. Voilà, donc si vous ne devez choisir qu'un seul, ce serait vraiment celui-ci. Vous pouvez aussi vous servir, si vous n'avez pas de Pigma Micron, d'un autre feutre fin. Le gros avantage avec le Pigma Micron, c'est que c'est vraiment des encres de qualité qui se conservent vraiment très bien et qui ne couleront pas, qui ne s'effaceront pas. Si vous rajoutez par exemple ensuite de la couleur de l'aquarelle par exemple sur vos tuiles, c'est une encre qui ne s'effacera pas et qui vraiment tient bien sur le temps. Voilà, au niveau du feutre fin, vous aurez besoin enfin et en dernier lieu d'un tortillon ou d'une estompe pour estomper justement les traits de crayon papier que je vais vous dire comment faire. Voilà, donc c'est uniquement ce matériel là que vous avez besoin pour ce premier atelier. Voilà. Alors non, il n'y a pas de gomme ni de règle dans la méthode Zentangle. Vous verrez que l'un des principes fondamentaux de la méthode, c'est le no mistake, donc le pas d'erreur en français. Voilà, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de raté. Des fois, on peut avoir cette impression d'avoir raté des traits, d'avoir fait des erreurs. Mais c'est le principe de cette méthode Zentangle, c'est de se servir de l'erreur, du raté que l'on a fait, en tout cas que l'on considère comme un raté, pour faire quelque chose de nouveau. Voilà, donc pas de gomme et pas de règle non plus, les traits sont toujours tracés à main levée. Ça fait partie vraiment des règles de la pratique de la méthode Zentangle. Je vous laisse découvrir maintenant ce premier atelier qui vous est offert et j'espère vous voir nombreux ensuite pour les ateliers 2, 3 et 4 en initiation. N'oubliez pas que je propose aussi donc des ateliers Zébuline Plus, c'est de l'approfondissement une fois que vous avez mis les pieds dans la méthode et que vous avez acquis les premières bases de cette méthode qui vous apportera beaucoup de bienfaits. Alors, les différentes étapes de la méthode Zentangle sont décrites, vous pouvez les trouver sur différents supports. Vous en avez si vous achetez la boîte de 21 tuiles blanches, vous allez avoir à l'intérieur de la boîte, vous pouvez donc la déplier et vous avez à l'intérieur de la boîte les 8 étapes de la méthode Zentangle. Donc une étape de gratitude et d'appréciation, une étape où on va mettre en place des points à chaque coin, l'étape de la bordure, l'étape de la ficelle, l'étape après du tangle lui-même, l'étape de l'ombre, tout ce qui est ombrage, une 7e étape où on va signer notre œuvre, et puis une 8e étape qui rejoint un peu la première sur l'appréciation et la gratitude d'avoir créé cette œuvre très originale, puisque chaque tuile que l'on aura créée ne sera jamais la même. Voilà. Donc ça, ce sont les 8 étapes, les 8 étapes phares qui caractérisent la méthode Zentangle.
Alors, on va commencer à pratiquer du coup cette méthode Zentangle. Je vais vous inviter à vous mettre à l'aise, hein, bien bien à l'aise sur votre siège, sur votre chaise, hein, devant votre table ou votre bureau, de vous munir donc de la tuile de papier que vous avez. Soit donc c'est une tuile originale Zentangle, soit c'est une tuile que vous aurez fait vous-même avec du papier canson. Une fois que vous avez donc cette tuile, on va commencer par la première étape, qui est l'étape de gratitude et d'appréciation, qui consiste, voilà, à prendre vraiment conscience et à être dans un état d'esprit de gratitude face à ce moment que vous vous donnez à vous-même. Vous essayez de mettre de côté un petit peu vos différents soucis, vous respirez bien, hein, pensez, tout au long de votre dessin à respirer. Et d'être, voilà, dans cet état d'esprit, de vous dire merci, de vous accorder, ce temps pour vous. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, de dessiner, une tuile, ça prend à peu près, 15 minutes. Ça peut être plus ou moins long bien sûr, hein, selon ce que vous faites. Mais en 15 minutes, vous pouvez faire une tuile qui est très, très belle. Heu Ces 15 minutes, ils sont pour vous. C'est vraiment un moment pour vous que vous vous accordez. Et donc vraiment d'être dans cette étape, dans cette première étape de gratitude et d'appréciation. Vous pouvez, hein, toucher un petit peu votre papier, voilà, voir un petit peu comment il est. Une fois que vous êtes passé par cette première étape, on va commencer du coup la deuxième étape qui consiste à prendre donc votre crayon de papier et à dessiner juste déjà 4 points aux différents coins de votre tuile. Alors vous n'appuyez pas trop, c'est vraiment juste histoire de me faire une toute petite marque, puisque ces points et les traits que nous allons faire après ne sont pas destinés à être visibles, ils vont être cachés après derrière les différents motifs que vous allez faire. Donc c'est pas la peine que vous appuyiez vraiment très fort, il faut juste vraiment, voilà, faire un tout petit point, une toute petite marque. Ces 4 points vont vous permettre de délimiter après votre zone de dessin. Et du coup, on attaque l'étape 3, qui est l'étape de la bordure. Vous allez faire une bordure, vous allez dessiner une bordure en reliant ces différents points. La bordure, donc dans la méthode Zentangle, il n'y a pas besoin de règles, il n'y a pas besoin de gomme non plus. Pour la gomme, je vous en reparlerai. La règle, voilà, je ne vous demande pas de prendre une règle et de tracer un trait de tel point à tel point. Vous allez tracer votre trait à main levée. Donc toujours pareil, vous n'appuyez pas trop puisque ces traits ne sont pas destinés à être visibles ensuite. Ils vont être plus ou moins cachés par les différents motifs. Et vous allez tourner votre tuile et dessiner. Donc vous pouvez voir que mes traits ne sont pas forcément droits et c'est normal, d'accord? L'idée n'est absolument pas de faire absolument des traits très droits. Vous pouvez même faire des traits, par exemple, hop, voilà. Puis celui-ci, on va faire comme ça. Voilà. Là, je viens de dessiner ma bordure. Étape 3 de la méthode, la bordure. Vous voyez que c'est vraiment du dessin à main levée. Je n'appuie pas trop. Et ça va me délimiter ma zone de dessin. On attaque ensuite donc la quatrième étape qui concerne la ficelle. La ficelle, ça va être un trait de crayon que vous allez poser de façon délibérée dans votre zone de dessin. La ficelle peut être vraiment variée. Vous pouvez faire des ficelles avec soit des traits, par exemple. Voilà, ça c'est une ficelle. Je ne sais pas si vous voyez bien au niveau de la luminosité. Et un petit peu plus. J'ai l'impression que c'est pas très visible. Je vous montre. Donc ça peut être une première ficelle. En deuxième ficelle, alors là j'avais mis déjà les points, je vais relier aussi, hop. Hein. Je peux faire une ficelle par exemple. Hop. Ça c'est une autre
un autre type de ficelle. D'accord? La ficelle vraiment ne répond à aucune règle, hormis celle d'être dans le cadre que vous avez formé avec vos 4 points. On fait une troisième pour vous montrer. Et là, bah, par exemple, faire une ficelle comme ça, par exemple. D'accord? Voilà, donc ça c'est la quatrième étape de la ficelle. Et vous voyez déjà que les zones de dessin que vous délimitez ainsi ne sont pas du tout les mêmes selon la ficelle que vous allez poser. Alors pour la suite, on va se focaliser sur cette tuile où j'ai dessiné une ficelle donc, en forme de Z. Je vais vous inviter à laisser poser votre crayon de papier, vous n'en aurez plus besoin pour l'instant. Et on va prendre donc en main notre Pigma Micron 01 ou un autre feutre si vous n'en avez pas. Pensez toujours hein, au cours de votre dessin à respirer, à ne pas trop vous crisper sur votre stylo. Il faut vraiment que ce moment soit agréable pour vous et vous laisser aller un petit peu dans ce dessin. Vous allez choisir donc une section dans le dessin que vous avez formé avec cette ficelle Z. Vous voyez que vous avez 4 sections. Une section ici, une ici, une ici, une ici. Vous allez choisir une des 4. C'est pas grave si c'est pas la même que la mienne. Le plus important, c'est d'en choisir une. Donc, je vous laisse quelques instants pour voir quelle section vous allez prendre. Et puis, une fois que vous avez fait votre choix, donc, on va commencer avec un premier motif qui s'appelle Crescent Moon. Je vais vous l'écrire derrière. Crescent Moon. C'est un motif de base que l'on apprend quand on apprend cette méthode Zentangle. C'est le motif de base qui est assez simple à faire. L'idée, c'est vraiment de ne pas vous précipiter. Prenez votre temps, on n'est pas pressé. Et on va commencer donc avec ce premier motif. Donc moi, je vais prendre cette première section, mais vous n'êtes pas forcé de prendre la même. Et je vais dessiner des petits croissants de lune que je vais remplir de noir. Je dessine ainsi un autre croissant de lune un petit peu plus loin. Et ainsi de suite. Donc, allez-y vraiment à votre rythme. Pensez à respirer et à prendre du plaisir dans le dessin que vous êtes en train de former. Là, par exemple, j'arrive sur le bout de la ligne. Soit je fais donc un croissant de lune entier et je dépasse un petit peu du bord. Soit j'aurais pu l'arrêter au niveau de ma bordure. La deuxième étape de ce motif Crescent Moon, ça va être de dessiner des auras. Une aura, c'est une notion aussi phare hein, dans la pratique de la méthode. Ça va être une ligne qui va suivre une ligne qui est pré-dessinée. Voilà, je vais faire une aura. À chaque croissant de lune que j'ai fait, je vais faire une aura qui imite en fait la ligne que vous avez fait avant. Vous avez besoin de tourner votre tuile, hein, vous pouvez tourner la tuile. Et là, donc vous voyez que je vais dépasser un petit peu la bordure.
On va faire une deuxième aura. Donc, pensez à respirer, pas trop vous crisper sur votre stylo. Et ainsi de suite. On va refaire là une petite zone comme les croissants de lune qu'on a fait au départ. Et on va refaire une aura, puis une deuxième. Donc, je vous laisse faire votre motif au rythme que vous voulez. Prenez bien le temps de voir un petit peu ce que vous faites. Je vous laisse un petit peu le temps de faire si vous voulez. Et puis on va reprendre. Et on va essayer de remplir cette première section. Pensant à respirer à chaque fois. Et en traçant notre croissant de lune et une aura, puis une deuxième. Donc vous comprenez petit à petit que chaque dessin que nous allons faire ne sera pas forcément le même, puisque vous n'allez pas faire forcément les mêmes espacements entre vos différentes parties de votre motif. Donc selon les espacements, selon les différents traits, les différentes auras que vous allez tracer, ça ne formera pas forcément le même dessin que le mien. Et c'est ce qui fait justement toute la beauté de cette méthode, c'est que chaque tuile sera différente d'une autre. Donc après, on peut aller jusqu'au bout de votre section si vous le voulez. Vous pouvez vous arrêter avant si vous voulez aussi. C'est vous qui allez sentir, voilà, comment vous voulez faire, où est-ce que vous vous arrêtez. Il n'y a pas de règle, c'est vraiment selon le ressenti que vous avez chacun. Je vais en faire encore une ici. Hop. Je vais en faire une dernière là, une avant-dernière, je ne sais pas encore, je vais voir. Hop.
effectivement, je vais en faire une encore ici. Mais c'est vraiment, encore une fois, l'appréciation de chacun, jusqu'à ce que j'ai décidé que j'ai recouvert la section telle que je le voulais. Une fois que vous avez fini ce premier motif, je vous invite à poser votre stylo peut-être et voilà, à prendre un petit peu connaissance de ce que vous avez fait, à le tourner, voir un petit peu ce que ça donne dans les différents sens. Voilà, vous avez créé votre premier motif, Crescent Moon, premier motif Zentangle. On va choisir maintenant une deuxième section pour dessiner notre deuxième motif. Vous avez choisi votre deuxième section. On va dessiner le motif Olibo. Alors, je vais vous l'écrire ici. Olibo. Alors, vous m'excuserez pour mon accent qui n'est pas terrible. Je ne suis pas très douée en anglais. Olibo, c'est un motif qui est idéal pour apprendre une notion fondamentale dans la méthode Zentangle, qui est le dessiner derrière. Ça consiste, alors moi je vais prendre la deuxième section ici, à dessiner une première ligne. Vous allez dessiner une aura. L'aura peut être plus ou moins serrée avec la ligne. Et puis, on va dessiner une autre ligne ici et on va dessiner derrière. Donc, on va aller à, là, j'arrive ici, je lève le stylo, comme si donc le fil passait derrière. Je reprends ici et je termine mon trait. D'accord? L'aura que vous allez tracer, même principe. Vous dessinez, vous vous arrêtez ici, vous reprenez et vous terminez. D'accord? Et ainsi de suite sur les différentes zones. Je lève le stylo, je reprends ici et je termine. Je fais une aura, je lève le stylo, je reprends, je termine. Et ainsi de suite. Alors vous pouvez faire des lignes qui sont droites, des lignes qui sont plus ou moins courbées. C'est vraiment à l'appréciation de chacun. C'est ce qui va former justement différentes tuiles. C'est que chaque trait que nous allons former ne sera pas forcément le même que l'autre non plus. Et vous allez ainsi tracer votre motif Olibo. Donc, pensez bien à tourner votre tuile si vous avez besoin. Moi, j'aime bien faire des traits un petit peu plus courbes, mais vous pouvez faire des traits très droits. Vous pouvez faire aussi, vous voyez, sur je m'arrête, je reprends, je m'arrête, je reprends. Comme si la ligne passait derrière. Vraiment cette notion donc de dessiner derrière. Et vous allez voir qu'avec les ombres que nous allons faire sur la fin, vous allez voir que voilà, les différentes parties vont ressortir de différentes façons avec les ombres que nous allons faire. Je vais faire un dernier ici. Et puis voilà, peut-être encore un autre là. Donc ça va être tout pour moi. Je vous laisse finir votre section comme vous le voulez. Encore une fois, quand vous avez fini, posez votre crayon. Prenez ce petit temps pour apprécier ce que vous avez fait. Voir un petit peu dans différents sens ce que ça peut donner. Je vous laisse encore quelques minutes. Si vous n'avez pas le temps enfin, si vous n'avez pas fini votre deuxième section, vous pouvez mettre sur pause, hein,
Et quand vous avez fini, vous reprenez. On va maintenant donc s'atteler au troisième motif. Choisissez donc une troisième section et on va partir maintenant sur un motif sous forme d'une grille. Le motif, il va s'appeler Bales. Je peux l'écrire ici. B-A-L-E-S. Alors, vous remarquez que les noms des différents motifs sont très aléatoires et en fait ne représentent pas forcément la forme que vous allez faire. C'est même l'idée vraiment de donner des noms aux motifs qui ne représentent pas ce qu'on est en train de dessiner. L'idée derrière la méthode Zentangle, c'est d'avoir vraiment un dessin abstrait qui ne représente pas quelque chose. Donc, quand vous aurez fini votre tuile, en fait, votre tuile, vous pourrez la lire vraiment dans tous les différents sens possibles. Il n'y aura pas un sens précis pour la lire. Et c'est vraiment l'idée derrière cette tuile et derrière cette méthode Zentangle, c'est que vraiment ce soit des images abstraites qui n'aient pas de sens de lecture, qui peuvent se lire dans n'importe quel sens. On va donc former une grille sur la troisième section. Bon, je vais prendre celle-ci, mais vous, encore une fois, vous prenez celle que vous voulez. Et on va tracer donc une grille. Alors, les traits de votre grille peuvent encore une fois être très droits ou beaucoup plus courbés. C'est vraiment selon ce qui vous vient, ce qui vous inspire. Je vais faire ça comme ça. Et ensuite, vous allez vous servir de cette grille que vous avez formée pour dessiner le motif Bales. On va faire voilà, un petit arc de cercle sur chaque section de trait, devant et derrière. On pense à respirer encore et on prend son temps pour le faire. On n'est pas pressé. Pensez à respirer, à vous détendre, pas vous crisper trop sur votre stylo. Alors, selon si votre grille est constituée de carrés qui sont plus ou moins serrés, vous allez avoir des traits qui sont plus ou moins ronds. Là, quand on est sur un bout, on fait comme si on allait faire la forme et on arrête à la bordure. Et on va faire pareil dans l'autre sens. On va tourner la tuile et on va faire la même chose sur les traits qui restent. Veillez à ne pas trop appuyer sur votre feutre.
Vous avez un Pigma Micron, normalement, il glisse bien sur le papier. Et vous voyez votre motif belge qui se dessine petit à petit. On finit les petites zones là qui restent. Voilà. Donc je vous laisse aussi finir votre section. Et ce motif belge, il est vraiment soumis à des variations qui sont très diverses. On peut vraiment après venir ombrer les différentes parties, faire des petits motifs au milieu. Enfin vraiment, il y a toute une variété de sous-motifs qui se rapportent à ce motif belge. Donc il va vous rester une quatrième section qu'on va remplir avec un quatrième motif. Si vous n'avez pas fini, encore une fois, vous pouvez mettre sur pause, finir votre section et reprendre ensuite. Donc pour ce quatrième motif, ça va être le motif qui s'appelle printemps. Donc c'est un motif de base aussi que l'on apprend. Printemps comme le printemps en français. Et le motif printemps, il faut vraiment prendre son temps pour le faire parce que si on le fait trop vite, il n'est pas facile à faire. Donc si vous prenez votre temps, ça va mieux. Ça va être en fait une spirale. Vous allez partir alors, soit du milieu, soit du coin, mais souvent moi je pars du coin. Et on va faire une spirale. Donc là j'arrive sur la barrière, donc sur la bordure. Hop, là. Je vais en faire un autre par exemple ici. On peut tourner la tuile aussi, hein. Et là, si je rencontre l'autre, je lève le stylo, je vais le dessiner derrière, comme on a vu sur l'autre motif. Je lève le stylo et je reprends ensuite pour finir. Je lève, je reprends. D'accord? Là, on va remplir aussi avec, hop, on peut en faire un ici au bout. Et on va remplir notre dernière section. Et vous voyez que si vous allez trop vite, il est moins facile à faire. Donc vraiment, allez-y doucement, respirez bien. Vous pouvez faire des motifs printemps de différentes tailles, hein. Vous pouvez en faire des tout petits ou des plus gros. L'idée, c'est d'aller remplir cette section. Vous avez des petits espaces comme ça. Soit vous avez la place de faire un petit printemps, et dans ce cas-là, vous faites un petit printemps. Sinon, bon là, je vais en faire un tout petit. Hop. Sinon, si vous avez des petites zones, par exemple, là, celle-ci, je peux la compléter tout en noir. Voilà.
Et je vais finir petit à petit ma dernière section. Et là, encore une fois, au niveau de ma bordure, je peux me contenter vraiment d'être à la limite ou alors de déborder un petit peu et de finir vraiment le printemps. Ça, c'est vraiment une question de choix aussi. Et comme pour les autres motifs, vous arrêtez quand vous estimez que vous avez rempli la zone, la, la section. Vous estimez que vous en avez encore à mettre, vous pouvez en mettre. Si dès lors que vous estimez que vous avez fini, voilà, je vais en faire encore peut-être une ici. Et là, vous voyez que je dépasse un petit peu de la bordure que j'avais prévue. C'est le gros avantage de cette méthode, c'est qu'on est vraiment sur du feeling aussi. J'ai tracé donc cette bordure. Les motifs que j'ai dessinés ensuite m'amènent à déborder un petit peu de cette bordure. Ben voilà, c'est pas grave. Ça fait partie justement de la liberté qu'on a de franchir un petit peu les différentes bordures qu'on avait pu prévoir. Donc là, si vous avez des zones où vous voulez mettre un petit peu de noir, vous pouvez le faire. Vous pouvez laisser aussi en blanc, hein, il y a pas de souci. Voilà. Je vous laisse finir votre dernière section avec ce motif printemps. Alors, une fois que vous avez fini vos 4 motifs, votre tuile est faite. Vous avez fait votre première tuile. Il reste maintenant quelques petites étapes. Il reste l'étape de l'ombre, les ombres qu'on va faire. Mais déjà, vous pouvez voir que vous pouvez lire votre tuile dans les différents sens. Il n'y a pas un sens précis pour la lire. Alors, il y en a souvent un qui nous plaît plus que l'autre. Moi, par exemple, j'aime bien la lire comme ça. Mais voilà, c'est mon intuition qui me parle là maintenant. Peut-être que demain, si je faisais la même tuile, bah déjà, ce serait difficile de faire la même. Et puis, peut-être que je la lirai pas de la même façon. Vous allez avoir chacun votre sens qui sera, voilà, que vous préférerez, mais votre tuile, elle pourra être lue dans les différents sens. Une fois que vous avez fait cette tuile, on va procéder donc, comme je vous l'ai dit, à l'ombre et on va donc reprendre le crayon de papier. Vous pouvez laisser donc votre stylo, pensez bien à le reboucher et à le laisser poser à plat pour bien que l'encre ne sèche pas. Et on va donc venir ombrer différentes parties, différentes sections. Alors, l'idée générale au niveau des ombrages, c'est que plus c'est foncé,
et plus ça apporte un caractère de profondeur. Et plus c'est clair et plus on a une impression que la partie que l'on éclaire, elle est en hauteur. Les ombrages, ça peut être vraiment différentes choses, ça peut être très, très varié. Cette même tuile, par exemple, si on faisait une photocopie de cette tuile-là à l'état là qu'elle est et qu'on allait faire après différents ombrages dessus, on pourrait vraiment avoir différentes choses. On peut ombrer vraiment de différentes façons. Au niveau du motif, Crescent Moon, moi j'aime bien ombrer par exemple ici. Alors l'idée quand vous faites l'ombrage, c'est vraiment de tenir votre stylo, vous voyez même je le tiens un petit peu trop dur, il faut vraiment le tenir d'une façon très souple et venir poser un petit trait de noir et ce trait de noir, vous allez venir après avec le tortillon, le diffuser. Mais là, vraiment la première étape, ça va être de poser un petit trait de noir. Donc encore une fois, l'ombre que je vous montre là, c'est une manière d'ombrer parmi plein d'autres. Vous n'êtes absolument pas de forcé de faire la même chose que moi. Moi, je vais juste ombrer, voilà, pour ce motif-là, je vais juste ombrer comme ça. Et je vais venir après, donc avec mon tortillon, je vais venir étendre et diffuser le petit trait de noir que j'avais fait. Selon la zone que vous ombrez, vous allez aller plus ou moins loin. Là, je veux juste qu'il y ait, voilà, un petit ombrage comme ça. Je vais reprendre mon crayon à papier et je vais venir ombrer du coup le motif Olibo, donc celui-ci. Et là, l'idée, ça va être de faire ressortir justement le devant-derrière. Vous voyez que vous avez donc des rubans qui passent devant, des rubans qui passent derrière. On va venir ombrer à chaque intersection. Là, par exemple, celui-ci passe derrière. Je vais le faire en petit foncé ici. Celui-ci, là, il passe encore derrière. Là, on ne voit pas. Là, c'est celui-ci qui passe derrière. OK. Là, ici, c'est là, ça passe derrière. Je vais venir ombrer ici. Là, vous avez donc celui-ci qui passe devant là et celui-ci derrière. Celui-ci derrière aussi. Et là, il repasse derrière. Voilà. Ce ruban-là, il passe au-dessus de ce ruban. On va faire un petit ombrage là. Ensuite, vous avez celui-ci qui passe donc en dessous celui-ci et au-dessus de celui-ci. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a celui-ci qui passe au-dessus. Donc là, en dessous. Celui-ci qui passe en dessous. Voilà, donc je crois que j'ai fait les différentes parties à l'intérieur. Pensez à faire aussi les ombrages au niveau des bords. Vous serrez, mais hop, voilà, ce bord-là. Voilà, là je crois qu'on a fait toutes les parties. Donc je vais poser mon crayon, je vais reprendre le tortillon et je vais venir donc étaler un petit peu pour créer cette illusion et cette ombre.
Prenez votre temps aussi, hein, pour le faire. Essayez de bien penser à toutes les zones où vous pouvez le faire. Alors, vous avez différentes tailles de tortillons. Là, celui-ci est un peu gros. On peut trouver des tortillons un petit peu plus petits. Hop, ensuite, là. Est-ce que j'en oublie? J'ai bien oublié. Et vous voyez donc avec les ongles, vous avez vraiment cette impression de devant-derrière qui se dessine. Chaque ruban, quand le ruban passe devant, vous voyez que le ruban qui se trouve derrière, on fait une petite zone d'ombre. Le noir donc apporte de la profondeur et le blanc apporte de la luminosité. Donc là, sur cette première séance d'initiation, je ne vous parle pas du crayon blanc. C'est quelque chose que l'on verra sur la suite. Mais on peut après créer des zones un petit peu plus éclairées, des zones un peu plus avec un peu plus de lumière, avec un crayon blanc, pour justement faire un peu plus de luminosité. Et le blanc, donc, va faire voilà, de la luminosité, le noir va plutôt donner une impression de profondeur. Ok. Alors, si on s'intéresse maintenant à l'ombrage du motif Pales, on peut le faire aussi de différentes façons. On va le faire ici de façon très simple. On va juste faire un petit point de crayon noir sur les intersections. Ici, elle est un petit peu cachée. Hop. Encore une fois, on peut faire vraiment l'ombrage de différentes façons. Là, c'est qu'une façon parmi tant d'autres. Au fur et à mesure que vous allez pratiquer, vous allez avoir d'autres idées de différents ombrages. Là, je vous indique un ombrage assez basique. Voilà, une fois que j'ai fait un petit point de crayon de papier sur chacune des intersections, je vais reprendre donc mon tortillon et je vais venir étaler un petit peu sur les différentes branches pour créer un effet d'optique et un ombrage. Et vous voyez que ça dessine un peu comme une fleur et que ça apporte de la densité à votre dessin. Et sur chacune des pétales, ça fait un peu comme des pétales. Je pars du point, je dissous un petit peu et je pars un petit peu sur chacune des pétales. Votre mine, elle va être pleine de noir, hein, ensuite, c'est normal. Et petit à petit, vous allez faire tout votre motif base comme ça. Pensez à tourner la tuile, hein, si vous avez besoin. Voilà.
Donc là, j'ai fait les différents points et vous voyez l'ombrage, un truc un peu sympa. Donc là, on a ombré déjà différentes parties, différentes sections. On peut aussi ombrer pour délimiter entre les deux sections, par exemple entre Belge et Haut-Libourg. On peut aussi ombrer, venir, alors soit je vais considérer que c'est la section belge qui est en dessous et celle-ci qui est au-dessus, soit l'inverse, pour savoir où est-ce que je vais faire mon ombre. Si je veux que la section belge soit représentée un peu plus en dessous, donc plus en profondeur, je vais faire mon trait de noir à l'intérieur de belge, le long de la bordure que j'aurai tracée. Et je vais venir avec le tortillon étaler un petit peu cette bordure et cette ombre que j'ai fait. Je peux continuer hein, même jusqu'au bout, par exemple ici. Et vous voyez qu'avec ce que j'ai comme encre sur le tortillon, ça me permet de poursuivre un peu ici. Et comme ça, j'ai délimité la section belge et la section Olibo. Je peux faire pareil avec cette section ici, si je veux aussi que la section belge, elle apparaisse un peu plus en profondeur. Je vais et je vais venir enlever. Et vous voyez ici que vous avez cette impression que la section belge, elle est un peu plus en profondeur par rapport aux deux autres sections. Il nous reste ensuite à ombrer au niveau du motif printemps. Alors vous voyez que les différents printemps que j'ai pu faire, il y en a qui apparaissent devant, derrière. L'idée, ça va être de souligner justement ceux qui apparaissent devant. On va faire un petit trait de noir pour souligner ceux qui apparaissent devant et qui vont apparaître un petit peu plus en hauteur par rapport aux autres. Voilà. Je ne suis pas forcée d'ombrer chaque printemps, mais ceux que je veux qui soient voilà, un peu plus mis en valeur hein, par rapport aux autres. Je vais reprendre donc mon tortillon et venir ombrer. Je vais venir étaler un petit peu le trait de noir que j'avais mis. Et vous voyez que ceux que j'ai ombrés, ils apparaissent un peu plus en hauteur et les autres un peu plus en profondeur par rapport à ceux que je n'ai pas ombrés. Donc, pas de règle, encore une fois, c'est vraiment selon le ressenti que vous avez, ce qui vous inspire à cet instant précis. Voilà, un petit peu au niveau des ombrages. Je reviens pas plus dessus au niveau des ombres
pour cette première séance, puisque je vous en parlerai un peu plus en détail sur l'atelier numéro 2, où on verra pour une même tuile ce que ça peut donner justement selon la façon dont on nombre les différents motifs. Donc là, ma tuile, elle est finie. J'ai fait les motifs, j'ai fait les ombres. J'arrive donc à la 7e étape, qui est l'étape de l'initiale, de la signature. Je vais choisir un endroit qui me paraît le plus approprié. Bon, par exemple, je vais le faire ici. Et je vais signer avec mes initiales. Donc, moi, je signe RJ, puisque j'ai commencé à faire des tangles euh, avec donc mon prénom et mon nom. Et puis ensuite, j'ai choisi le surnom de Zébuline. Mais comme j'avais déjà pris cette habitude de signer RJ, c'est vrai que j'ai eu du mal à signer d'une autre façon maintenant. Donc, je conserve ma signature. Et hop, je vais signer RJ. Voilà. Donc là, ma tuile, elle est finie. J'ai apposé ma signature, j'ai apposé mes initiales. Je peux enfin aller donc sur la 8e étape de la méthode, qui est qui est l'étape, pardon, de l'appréciation, et d'avoir un moment de gratitude encore sur cette œuvre que je viens de faire, cette tuile, oui, c'est une œuvre euh, qui sera forcément différente d'une autre que je pourrais faire demain, ou d'une autre que vous avez fait. Vous avez suivi donc les différentes consignes que je vous ai données, mais pour autant, votre tuile, elle ne ressemble pas forcément à la mienne, puisque déjà, vous n'avez pas forcément choisi les mêmes sections pour mettre chaque motif, ce qui peut tout changer. Et même si vous avez choisi les mêmes sections que moi, vous n'avez pas forcément formé vos traits de la même façon que moi. Pas de la même taille, voilà, pas le même au niveau des espacements, ce ne sera pas forcément pareil non plus. Au niveau de l'ombre, vous n'aurez pas forcément fait pareil que moi non plus. Donc votre dessin va être vraiment très différent, en tout cas peut être très différent de celui que j'ai fait moi. Et c'est ce qui fait justement la beauté de cette méthode, qui fait que chaque œuvre que nous faisons, chaque tuile que nous dessinons sera vraiment très différente d'une autre. Alors, j'avais envie de vous proposer une deuxième tuile pour vous montrer un petit peu quelque chose de différent par rapport à ce qu'on a fait sur la première. Et on va faire donc une tuile avec un seul motif. Ce motif, c'est le motif Ravel. Je vous l'écris. Ravel. Et vous allez voir que voilà, ça donne tout à fait autre chose. Donc on va commencer toujours pareil par une petite phase de gratitude et d'appréciation. Donc la phase numéro 1. Voilà, je prends le temps et je m'accorde du temps pour faire cette petite tuile sur ce papier. Je m'installe bien, je respire, je me crispe pas. Et puis, on va donc commencer avec la deuxième étape, la deuxième phase, qui est donc les coins. Hop, voilà. Donc, toujours des petits points légers. On va tracer une bordure légère. On n'appuie pas beaucoup sur le stylo, sur le crayon, pardon. Et puis, on va tracer, voilà, cette bordure. Encore une fois, pas de règle, hein, les bordures et les traits sont vraiment toujours tracés à main levée.
Et puis, pour ce motif Ravel, on va pas partir sur une ficelle. On va poser hop, le crayon. On va prendre le feutre Pigma Micron, donc 0,1. Et puis, on va tracer des petits cercles très aléatoirement au niveau de votre zone de dessin que vous avez tracé avec votre bordure. Alors, ça peut être des cercles remplis de noir ou ça peut être des cercles où vous laissez une petite pointe de blanc. C'est à votre appréciation. Ça peut être des cercles plus ou moins gros. Donc, vous voyez que je ne réfléchis pas vraiment quand je les trace, hein, c'est tracé vraiment très aléatoirement. Je vais en faire... non, ça me va comme ça. Voilà, donc ça, première étape de ce motif Ravel. Donc, vous voyez ici, on ne part pas sur une ficelle. Et ensuite, je vais tracer des lignes qui vont rejoindre deux points. Donc, toujours pareil, je peux prendre ce que je veux. Ce ne sera pas forcément le même que vous choisirez vous. Donc, choisissez-en un et puis un deuxième. Et vous allez rejoindre les deux. Et en fait, on va partir du premier point, tracer une ligne un peu courbe comme ça et rejoindre un autre. C'est ce qu'on appelle dans la méthode Zentangle le take-off and land, le décoller et atterrir. C'est-à-dire qu'on va décoller de ce point, on fait le tour, on décolle et on atterrit sur l'autre. Vous voyez qu'ici, on forme un peu comme des auras, mais c'est des auras un petit peu spéciales puisqu'elles partent du même point. On va former une petite aura, hop, et on revient. C'est la méthode du décoller et atterrir. Et on fait ainsi de suite. Hop. À l'intérieur et à l'extérieur. Voilà. On va s'occuper de deux autres points. Alors, vous pouvez partir d'un des points que vous avez déjà pris ou alors vraiment d'un autre. On va partir par exemple ici. On va faire le tour, hop, partir et revenir sur l'autre point. Un peu comme des S, vous voyez. On part d'ici. La courbe que vous faites prendre à votre trait dépend bien sûr de votre tracé. Vous pouvez faire des courbes plus ou moins amples, plus ou moins serrées, hein. Ça, c'est vous qui allez voir ce qui vous convient, ce que vous voulez faire, ce qui vous vient sur le moment. Je vais repartir ici, ce point-là, je vais rejoindre celui-ci. Et là, vous voyez que je vais aller sur la notion qu'on a vue sur la première tuile, le dessiner derrière, puisque forcément, je vais avoir besoin de passer sur des zones où je suis déjà passée. Donc là, encore pas trop. Je vais vous montrer un petit peu après. Là, je vais encore faire... Hop. Voilà. Et là, par exemple, vous voyez, si je veux relier ce point-là avec celui-ci, je vais devoir dessiner derrière. Donc, je vais partir, hop, ici. Là, je lève mon stylo. Je fais comme si je dessinais. Je reprends ici. Et je viens finir mon trait. Je m'arrête. Je lève le stylo. Je reprends.
comme si je dessinais derrière. OK. Et je fais ainsi donc pour les autres, cercles que nous avons tracés. Je vais faire par exemple celui-ci. Hop. Vous voyez que la courbe que je fais prendre à mes traits, vraiment dépend, de ce que je veux faire. Là, par exemple, si je veux rejoindre, je peux rejoindre par exemple celui-ci, ces deux-là. Et là, je vais forcément avoir besoin de passer sur cette zone où je suis déjà passée, donc je vais dessiner derrière. Je lève le stylo, je reprends, je lève le stylo, je reprends. Je vais faire ainsi donc pour, les autres aussi. Je n'hésite pas à tourner ma tuile. Je respire bien. Allez-y à votre rythme. C'est un geste qui est pas forcément facile à faire, hein, il faut prendre le coup. Et petit à petit, donc on dessine ce motif Ravel avec cette technique du take off and land, de décoller et atterrir. Je décolle et j'atterris. Couplé au dessiné derrière. Je vais en faire encore une ici. Je décolle mon stylo, je fais comme si je continuais et j'arrive ici. Voilà. Alors, est-ce que ça me convient comme ça? Après, si ça vous inspire, vous pouvez rajouter un autre point, par exemple. Par exemple, je vais en rajouter un ici. Et je vais partir de celui-ci. Hop. Take off and land, décoller et atterrir. Voilà. Je vais m'arrêter ici, moi, pour ce motif Ravel. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre motif comme vous le sentez. Ça donne quelque chose comme ça. Donc, qui peut être lu dans différents sens. Il n'y a pas de sens de lecture prioritaire. Et on va partir sur les ombres. Donc, pour ce motif Ravel, je vais choisir d'ombrer à partir de chaque point. Donc, je vais prendre, je vais venir poser un peu de graphite autour de chaque point. Et je vais venir après ombrer avec mon tortillon en suivant les courbes que j'aurai faites. Et vous allez voir que ça va donner un peu de mouvement, un peu de relief. Je viens donc déposer du graphite autour de chaque point. Voilà. Et puis avec mon tortillon, je vais venir étirer ce graphite que je viens de poser pour faire des ombres.
et pour donner du relief. Donc là, je vais vraiment étirer selon les courbes que j'aurai tracées. Et je peux aller vraiment vers un étirement assez large si je veux. Plus vous allez mettre de graphite, bien sûr, et plus vous allez pouvoir tirer loin. Ça dépend bien sûr de l'effet que vous voulez faire, que vous voulez donner. Voilà. Ici, un petit peu. Et je vais vraiment aller ombrer voilà, les différents points. Et vous voyez qu'en déposant ce graphite, en étirant ce graphite que vous avez posé, ça commence à donner du mouvement à votre dessin. Voilà. Encore quelques points. Un dernier ici. Voilà. Et moi, je vais m'arrêter ici. Et vous voyez que ça a donné beaucoup de relief à ce dessin et du mouvement sur les différentes courbes. Donc, j'en viens ensuite à l'étape d'après. Alors, je peux aussi, par exemple, je vais vous montrer avec l'encre, enfin le graphite qui s'est accumulé sur le tortillon. Je peux, rien qu'en déposant comme ça, vous voyez que là, je n'ai pas tracé de crayon de papier, mais ça me permet de faire une petite ombre sur la bordure. Je peux reprendre un peu, hop, voilà, pour reprendre un petit peu de graphite. Et je peux me faire un petit peu une ombre sur ma bordure comme ça. Je trouve que ça rend plutôt sympa. Et je n'ai pas besoin du coup de poser le graphite avant. Je me sers vraiment du graphite qu'il y a sur le tortillon. Hop. Là, s'il m'en manque un petit peu, je peux reprendre un petit peu. Hop. Voilà. Et ça me permet de pouvoir ombrer un petit peu cette bordure. Avec juste le reste de graphite qui s'est accumulé sur le tortillon. Ensuite, donc, l'étape qui suit avec les initiales, la signature. Donc, moi, je vais le faire dans ce sens-là. Je signe RJ. Voilà. Ma tuile est donc finie. Et vous voyez que ça rend vraiment très différent de la tuile qu'on a fait au départ. C'est autre chose. Là, vous aviez donc plusieurs motifs. Là, c'est une tuile avec un seul motif. Donc le motif Ravel, vous pouvez donc derrière, si vous avez des tuiles Zentangle, poser donc la date, votre nom, ce que vous voulez derrière pour vous rappeler un petit peu de quand est-ce que vous avez fait cette tuile.
Et voilà, vous avez donc terminé cette deuxième tuile. Euh, je vous remercie si vous voulez bien de faire des photos de vos 2 tuiles et de me les envoyer sur, mon adresse contact@rj.com. Je vous mettrai l'adresse de toute façon, en dernier. Ça me fait plaisir de pouvoir, voir un petit peu ce que vous avez fait, pour avoir toutes vos œuvres. Voilà, donc je vous remercie d'avance. Voilà, vous êtes arrivé au bout de ce premier atelier offert d'initiation à la pratique de la méthode Zentangle. J'espère que ça vous aura plu, vous aurez pris beaucoup de plaisir à le faire, puis que ça vous aura donné envie de poursuivre cette aventure dans le monde du Zentangle. Vous pouvez donc poursuivre avec les ateliers 2, 3 et 4, ateliers d'initiation toujours à la pratique. Sur ces ateliers, nous approfondirons un petit peu les notions qu'on a commencé à voir sur le premier atelier. On approfondira sur les auras, sur les ombres. On verra bien sûr d'autres motifs. Vous pouvez trouver aussi sur zebuline.czt.com des ateliers d'approfondissement, les ateliers Zébuline Plus. Vous avez 2 dates qui sont proposées déjà au mois de février, le 1er et le 8. Profitez-en, ces 2 premières dates sont offertes. Et puis je vous proposerai, plus tard à partir du mois d'avril, des ateliers, DISE, dessin d'inspiration Zentangle, puisque là on va partir sur la pratique de la méthode Zentangle, mais sur des supports, autres ou avec des couleurs par exemple. Et donc là on sort d'une production Zentangle, pure et donc on parle de dessin d'inspiration Zentangle. Voilà, écoutez, je vous souhaite, une bonne continuation. J'espère vous revoir, bientôt et puis, je vous dis encore merci d'avoir suivi ce premier atelier. Au revoir.